des intellectuels qui tiennent des raisonnements qui, franchement, confinent à la bataille de purée entre débiles mentaux à l'hôpital psychiatrique. Mais vous allez voir qu'on n'est jamais au bout de notre joie, puisque là, vraiment, je pense que comme moi, vous vous délectez quand vous savez que BHL va parler ces jours de fête à la maison. On a envie d'écouter ça. Moi, je dis qu'à ce niveau débilité, les discours des philosophes people, ça se déguste, les yeux fermés, vous voyez, un peu comme on mange un yaourt dans une publicité. Mais vous allez surtout écouter maintenant, vraiment coincé en face de ces mensonges, comment il réagit. Écoutez bien Éric Zemmour. Le premier, c'est dès le début. Vous parlez de chasse à Tripoli. Vous dites les avions qui bombardent Tripoli, etc. Les images que vous avez vues, j'imagine que c'est sur Al Jazeera. Et moi, j'ai jamais vu ces images. Vous dites tout le monde a vu, etc. Moi, j'ai jamais vu. Enfin bon, moi, je suis un demeuré congénital, donc c'est moins grave. Mais en revanche, l'ambassadeur de France à Tripoli, lui non plus. Il n'a pas vu les bombardements et il dit « L'information reprise par les médias occidentaux selon laquelle l'aviation aurait bombardé Tripoli est parfaitement inexacte. Aucune bombe n'est tombée sur la capitale. Le bombardement de Tripoli qui n'a jamais existé. » Et vous commencez par ça. Remarquez, ça fait chic. Vous voulez faire du révisionnisme, amusez-vous à ça, faites attention. Attention, parce que là, vous êtes sur un terrain glissant. Non mais vous entendez ça? Le révisionnisme, attention, vous êtes sur un terrain glissant. Non mais il ne se gêne pas, ça c'est l'argument qui vous sortira toujours. C'est un philosophe qui vous explique que tout ce qui vous est montré dans la caverne de Platon est exactement la réalité, d'accord? Voilà, le degré de la philosophie, le zéro absolu, au-delà duquel même votre moelle épinière gèle, et si on vous met une pichenette, vous tombez en morceaux. C'est ce qui se passe avec ce genre de raisonnement à la mort moelleux, parce que honnêtement, si maintenant moi je dis, il n'a jamais été prouvé que Bernard-Henri Lévy avait plus de capacité à être un philosophe que Michael Vendetta. Si je vous dis que ce n'est pas un philosophe, comme la vérité officielle est qu'il est un philosophe, alors je suis un révisionniste. Mais écoutez ça, mais enfin, quel crime nous avons commis, nous, peuple français, pour avoir ce mec-là qui vient nous donner des leçons. Mais comment on peut tenir des raisonnements pareils? À quel moment Nolo a parlé du 11 septembre? Je suis convaincu qu'il soutient la thèse officielle. Non mais ça n'a aucun sens. Mais ça a l'avantage d'être l'argument ultime pour défendre l'indéfendable, pour défendre le fait d'avoir cité un bombardement qui n'existe pas dans son livre, d'avoir cité un philosophe qui n'existe pas dans un de ses autres livres. C'est ultra utile pour pouvoir nous expliquer que quoi que fasse Israël, de toute façon, ce sont eux les victimes et que prétendre le contraire relève de l'antisémitisme. Finkielkraut ayant ouvert la voie dans les galeries fangeuses de cet artefact d'argumentation. Enfin bon, on le laisse délirer, écoutez bien ça. Dire qu'il n'y avait pas de tank prêt à entrer dans Benghazi, c'est dire qu'il n'y avait pas d'avion le 11 septembre dans le ciel de New York ou de Washington. Les tanks sont là, les carcasses de tanks sont là. Misrata, on peut nous dire qu'on n'a rien vu à Misrata. Misrata a été détruite. Misrata. Personne ne vous parle de Misrata, monsieur Bernard-Henri Lévy. On vous interroge, et c'est très dangereux quand on vous interroge comme vous allez mentir. Il faut se baisser pour éviter de prendre votre nez de Pinocchio à travers l'orbite oculaire. Donc, on vous interroge sur le fait que vous commencez un livre, effectivement, ça fait chic, en citant un bombardement de Tripoli par Kadhafi qui n'a pas eu lieu, d'accord? Donc ça doit certainement fonder l'argument premier de votre livre. Il fallait faire la guerre à Kadhafi parce que vous voyez, c'est un fou, il bombarde sa propre capitale avec des avions de chasse. Donc ce n'est pas vrai, vous le savez très bien, et vous faites une petite esquive façon self-défense. Vous nous répondez sur Misrata, tout le monde s'en fout. Ensuite, vous êtes en train d'expliquer que nier ce que vous dites, c'est nier donc les avions dans le ciel du 11 septembre. C'est strictement n'importe quoi, ça dénote un cruel manque d'appétit intellectuel puisque vous vous figurez que toute personne niant votre vérité est un conspirationniste et que tout conspirationniste donc est une personne qui croit qu'il n'y avait pas d'avion dans le ciel du 11 septembre, voire qu'il n'y avait pas eu d'attentat le 11 septembre. Or cela n'existe pas. Aucun conspirationniste est assez stupide pour prétendre que les tours du 11 septembre sont toujours présentes à New York. Alors, peu importe que l'essentiel des thèses conspirationnistes porte sur un doute quant au commanditaire de cet attentat et non pas quant à son existence, M. Bernard-Henri Lévy préfère ranger ses contradicteurs dans une grande boîte où on ne trouve que des gens qui nient l'existence même des attentats du 11 septembre, l'existence, pourquoi pas, des chambres à gaz, et qui, pourquoi pas, croient aux reptiliens, à l'emprise des martiens sur la planète Terre et à tout ce que vous pouvez vouloir. Vous voyez, soit vous pensez tout comme BHL, soit vous pensez tout comme l'hypothétique crétin qui croit absolument tous les délires les plus absurdes, y compris que les tours du 11 septembre sont toujours en place. Donc ça c'est absolument n'importe quoi. Si on nie sa vérité, on nie absolument tout sur Terre. Donc moi je nie absolument pas l'existence des chambres à gaz, elles ont existé. Je nie pas les attentats du 11 septembre, ils ont eu lieu. La seule question que je me pose, c'est si George Bush n'a pas sciemment laissé faire afin de déclencher la guerre qui lui
lui a rapporté tant d'argent à lui et aux membres de son cabinet militaro-industriel. La seule chose que je nie clairement, c'est l'existence d'un cerveau dans la boîte crânienne de Monsieur BHL. Donc je pense qu'arrivé à ce stade, voilà, l'argument ultime, on l'aura toujours en pleine tête à chaque fois qu'on voudra raisonner intelligemment en face de fous furieux et d'exaltés. Donc Monsieur Bernard-Henri Lévy fixe la limite. Il a décidé que n'importe quel islamophobe du monde restera toujours un républicain tant qu'il ne se trouvera pas être en plus antisémite et que le fait d'être un islamophobe avéré et que cela soit avéré par ses propres paroles, eh bien c'est moins grave que d'être le descendant de quelqu'un qui a proféré des propos antisémites. Donc voilà la limite. Une autre limite qui est définie par Bernard-Henri Lévy, c'est celle de contester une vérité qui se trouve être la sienne. Donc comme je le disais, l'Iran est une théocratie qu'il faut bombarder, Israël est une démocratie non théocratique, même si les gens ne peuvent se marier qu'entre juifs là-bas, aucun problème. De toute façon, Monsieur Bernard-Henri Lévy a défini qui était un otage et qui était un prisonnier de guerre. On l'a vu à l'occasion donc de ses propos à propos de Salah Hamouri et de Gilad Shalit. Monsieur Bernard-Henri Lévy, de toute façon, a défini les limites de ce qui était la réalité. Il raisonne au sein de cela et prend les conclusions de ce qu'il veut prouver. Il prend donc sa thèse, il la prend comme donnée de départ. Voilà, il nous demande de raisonner en sachant que j'ai raison et que ce que je dis est vrai, ce que j'essaye de vous prouver est de toute façon la réalité ultime et point barre. Et de toute façon, me contester, c'est être un révisionniste. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà, donc Monsieur Béchamel, que vous dire? Voilà, franchement, je suis désolé, mais je vois pas de mots qui conviennent plus pour conclure. Ah si peut-être, je suis désolé, on va enfoncer le clou comme je l'ai dit, je tire sur une ambulance, je le confesse, et je recommencerai parce que l'ambulance, franchement, j'espère que, enfin si je lui tire pas dessus, j'espère que c'est à l'hôpital psychiatrique qu'elle va, l'ambulance sur laquelle on peut éventuellement nous accuser de tirer quand on entarte et quand on entarte encore et encore BHL. Écoutez-le bien, il est pourtant reçu là dans une émission où il s'est fait cirer les pompes. Regardez, c'est sur France Inter que c'est passé, vous tapez ça, c'est hallucinant, il s'est fait cirer les pompes. Et écoutez bien comment il réagit donc à la chronique de Daniel Morin, qui pourtant franchement est agressif comme un manchot en général. Ça je l'ai dit depuis longtemps, Sarkozy il en fait trop avec Merkel. Qui se la tape de temps en temps à l'occasion d'un G20 ou d'un sommet quelconque, ça va. Mais plus, non. En plus, là, je ne juge pas, on a tous eu un jour une envie, une pulsion bizarre qui nous a poussé à fricoter avec une personne physiquement mal décorée par la nature. Et heureusement, me direz-vous. Sinon, qu'en serait-il des perspectives libidineuses de tous ces rejetés du confort esthétique, catégorie à laquelle appartiennent Franck Ribéry, Paul Lousulitzer, Régine, notre journaliste de droite, Alexis Lacroix, l'homme au physique de Musa. Je vous adore, Bernard-Henri. Je vous trouve flamboyant, brillant, séduisant. En matière de philosophe, vous êtes ce qui se fait de mieux au niveau esthétique. Comparé à certains de vos collègues, comme Alain Finkielkraut, vous êtes ahurissant de glamour. Finkielkraut, il est gris. Vous, Bernard-Henri, vous êtes fluo. C'est pas drôle. Parce que vous connaissez pas bien Finkielkraut. Je le connais mieux que vous, c'est pas drôle. Vous étiez drôle jusqu'à présent, là vous êtes pas drôle. Ah mais c'est moi qui juge, monsieur Lévy, c'est moi qui juge. Les paroles appartiennent à ceux qui les reçoivent. Les paroles appartiennent à ceux qui les entendent. Sur Finkielkraut, vous n'êtes pas drôle. Vous n'aimez pas les attaques sur le physique, Bernard-Henri Lévy? Sur les noms, sur les physiques. Attention, dérapage. Ah bah attention, ça va glisser maintenant. Voilà, alors tout le temps que Morin s'est acharné donc à rire du physique disgracieux de Merkel, de Ribéry et de tout un tas de gens, plein de gens y sont passés, j'ai zappé tout ça pour vous faire économiser un peu de temps. En fait, voilà, une dizaine de personnes ont été à peu près insultées sur le physique par Morin. Ça n'a jamais dérangé BHL, et vous avez bien entendu. Voilà, on s'est mis à parler de Finkielkraut, et ici, on est prévenu, ce n'est plus drôle. C'est vrai que c'est bien
de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important. C'est vrai que c'est bien de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important. Donc voilà, c'est le gros problème avec Bernard-Henri Lévy, avec les gens qui l'invitent. Si vous invitez un gars en lui montrant qu'il est chez lui, en lui cirant les pompes, ça va pas. Parce que même quand Éric Zemmour et Nolo lui en mettent plein la tête, lui se sent à l'aise, parce que comme je le disais, personne va licencier ce type-là pour incompétence. Donc s'il réélit pas les pompes sur France Inter comme ça, enfin on sait que Philippe Val écrit des courriers d'excuses à Nadine Morano. Bon bah voilà, on voit bien maintenant où elle est, la gauche à la con de Philippe Val. Voilà, c'est de la radio quoi, c'est de la radio cire-pompe. Et puis c'est tout. Donc le pauvre Morin, lui, voulait juste essayer de faire une blague dans les limites de ce qui est autorisé maintenant à France Inter, et il s'entend dire qu'il est sur une pente savonneuse, sur une pente glissante, sur une pente nauséabonde. Voilà, il a malheureusement juste eu le toupet de s'attaquer à Finkielkraut. Quelle est la différence entre Finkielkraut, Ribéry, Sarkozy et Merkel? Je ne sais pas. BHL nous l'expliquera peut-être, parce qu'il a tellement de choses à nous expliquer. Ce brave monsieur philosophe autofinancé, hein. Donc qui nous explique que attention, il y a une limite, et c'est bien de rappeler qu'une limite ne doit pas être franchie. Sur Finkielkraut, vous n'êtes pas drôle sur le fait que Angela Merkel soit horrible et taillée comme un plot. Vous étiez drôle sur le visage ravagé de cicatrices de Tibéri, vous étiez drôle, mais quand vous dites Finkielkraut, vous n'êtes pas drôle. Attention, dérive, dérapage, hein, menace antisémite sur l'univers. Donc voilà, juste pour dire qu'il faut vous faire soigner, hein, d'urgence, parce que quand on dit Finkielkraut, on n'est pas en train d'attaquer un nom de famille. S'il avait dit Finkielkraut, s'il avait insisté sur le O, donc à la fin de Finkielkraut, là effectivement il aurait attaqué le nom de famille de monsieur Finkielkraut. Or, si je ne me trompe pas, la véritable prononciation de Finkielkraut est Finkielkraut. Or, vous reprochez donc à monsieur Morin d'attaquer sur le nom. Il y a un véritable problème, monsieur. Vous êtes un philosophe qui ne sait voir le monde qu'à travers un prisme qui est celui de votre appartenance communautaire. Je crains bien que ce soit la seule explication de ce reproche que vous faites à Morin. Après avoir supporté 5 minutes de vulgarité sur tout le monde, un tout petit peu moins de vulgarité, mais sur monsieur Finkielkraut, vous paraît intolérable et dangereuse. Donc on en revient toujours à ce qu'on disait, ça n'avance pas, et comme ça n'avance pas, je vais vous dire, les meilleures choses ont eu une fin, et fort heureusement les mauvaises choses aussi. Donc nous allons en finir tout de suite avec monsieur BHL, jusqu'à sa prochaine incartade, jusqu'à son prochain exploit intellectuel. Je cherche mes mots là pour le coup.